Je suis vraiment désolée que la jeune sœur du marié, Emma, soit liée à une famille aussi remarquable que la nôtre. Pour être franc, quelqu'un comme Emma, qui n'a fait que terminer l'école primaire, n'est rien d'autre qu'une honte pour la famille. À mon avis, elle devrait rester à l'écart des réunions familiales et être consciente de son statut social lorsqu'elle interagit avec nous. Le père de la mariée, le visage devenant rouge vif, a prononcé une déclaration étonnante avec un sourire désagréable lors du discours du représentant de la famille, parlant fort. Mon père, ma mère et moi-même avons été complètement prises au dépourvu par ces paroles. Nous ne nous attendions pas à ce qu'une telle chose soit dite devant tout le monde lors de la réception de mariage, et nous nous sommes retrouvés sans voix, la bouche grande ouverte. Soudain, le marié, Nate, qui s'était levé brusquement de sa chaise, s'est approché du père de la mariée avec un sourire doux sur le visage. Cependant, du point de vue de notre famille, son expression montrait clairement de la colère. Et lorsque mon frère, qui s'était approché du père de la mariée, a levé le bras, je me suis précipitée pour intervenir. Mon nom est Emma Brown. Je travaille dans une entreprise de construction renommée localement. Au début, j'ai trouvé difficile de m'adapter à un environnement principalement masculin, mais maintenant, je me suis bien habituée et j'ai développé de bonnes relations de travail avec les charpentiers de cette entreprise de construction. Le contremaître est toujours une personne stricte et intimidante, mais je ne l'ai jamais détesté, car il montre sa passion pour transmettre les compétences qu'il possède aux jeunes. Après que tout le monde ait quitté le chantier de construction, j'ai pris une profonde respiration et détendu mon corps en réfléchissant à ces questions. J'ai ensuite commencé à dessiner silencieusement les plans nécessaires pour la prochaine tâche. J'ai enfin terminé de dessiner les plans et il était déjà soir lorsque je les ai terminés. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé que j'avais travaillé sans relâche depuis le déjeuner et que mon estomac grognait bruyamment. Après avoir passé en revue les plans terminés une fois de plus et avoir approuvé, j'ai commencé à ranger. Alors que je me préparais à rentrer à l'appartement fourni par l'entreprise de construction, j'ai remarqué qu'il y avait des sandwichs placés sur le bureau dans l'espace de repos destinés à être emportés. À côté d'eux, il y avait une note avec le message soigneusement écrit du contremaître. « Assurez-vous de prendre un repas correct. » Cela m'a rendue heureuse et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. J'ai accepté avec gratitude les sandwichs du contremaître et après avoir sécurisé les lieux, je suis retournée à l'appartement. Cela dit, mon smartphone a sonné. Pensant que c'était quelqu'un d'autre, j'ai regardé l'écran et, à ma surprise, le nom de mon frère, avec qui je n'avais pas eu de conversation depuis des années, s'affichait. Contrairement à moi, mon frère a toujours été exceptionnellement talentueux depuis son plus jeune âge. Bien qu'il soit parfois un peu paresseux, il est devenu encore plus dévoué à ses études. Diplômé de l'école de médecine et travaillant maintenant comme chirurgien dans le plus grand et le plus avancé hôpital universitaire de notre ville natale. À la réception d'un appel de mon frère très respecté, j'ai posé les sandwichs sur le bureau et j'ai pris une profonde respiration avant de répondre. Lorsque j'ai entendu la voix de mon frère dire « Je suis content que tu aies répondu », je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir un peu nerveuse. J'ai demandé d'une voix tremblante « Que se passe-t-il tout à coup ?» En réponse, mon frère, avec un ton un peu gêné, a expliqué la raison de son appel. « Eh bien, en fait, j'ai décidé de me marier avec ma partenaire actuelle. Je sais que tu es peut-être occupé, mais je veux vraiment que tu viennes au mariage. Nous ne nous sommes pas vus depuis tant d'années. Et j'ai pensé, hey, cela semble être une bonne occasion. Qu'en penses-tu » D'un ton légèrement nerveux, mon frère a parlé et j'ai répondu « Bien sûr ». Il a ensuite souri avec une grande joie, réchauffant mon cœur. Après nous être brièvement mis à jour sur nos vies récentes, nous avons raccroché le téléphone à contre-cœur, réprimant le sentiment de nostalgie. Je ne connais pas beaucoup la personne avec qui il est en relation, mais je suppose qu'il a déjà rencontré nos parents et je peux probablement en parler avec eux avant le jour du mariage. Alors que je réfléchissais à ces pensées, je ne pouvais m'empêcher de me sentir heureuse. Et j'ai décidé de réchauffer les sandwichs que le contremaître m'avait donnés au micro-ondes et j'ai apprécié mon repas.
Les sandwichs ce jour-là sont meilleur goût que d'habitude. Un peu plus tard, j'ai reçu l'invitation de mariage de mon frère, et une fois la date confirmée, j'ai parlé au contremaître pour prendre un peu de temps libre. Après une courte pause, il m'a donné son consentement. Soulagé par sa réponse, il a ri et a mentionné qu'il y avait une condition. Il semblait qu'il y avait une demande pour que je prenne le rôle de conférencier invité pendant seulement 3 jours dans une école de construction spécialisée dirigée par une connaissance. A demandé de considérer d'accepter ce rang. Apparemment, cette personne avait demandé au contremaître d'être le conférencier invité. Et j'étais en dilemme quant à ma capacité à gérer la tâche. Le contremaître a ri et a dit « Je te dis que tu peux le faire, alors va avec confiance ». Ces paroles m'ont donné de la détermination et j'ai hoché la tête fermement. Comme promis, je suis arrivé à l'adresse fournie par le contre le jour désigné et à l'heure spécifiée. Je me suis retrouvé devant un magnifique bâtiment et à ma surprise, tout le bâtiment était le campus de l'école de construction spécialisée. Je n'ai pas pu m'empêcher de lever les yeux avec admiration. Je suis entré dans le bâtiment nerveusement et j'ai parlé à la réceptionniste. Ils m'ont dirigé vers la bonne salle et j'ai commencé mon rôle de conférencier invité. Ils m'ont dirigé vers une salle de préparation qui avait été aménagée pour les conférenciers invités. Là, je révisais le contenu de ma conférence quand il y a eu un coup à la porte et un homme est entré dans la pièce. J'ai salué l'homme avec une expression perplexe en disant « Je suis Emma de l'entreprise de construction ». Il m'a regardé comme s'il m'évaluait, puis a poussé un profond soupir. Je vois, même si c'est notre prestigieuse école spécialisée, il ne pouvait pas facilement partager ses compétences. Nous avons parlé de préserver la tradition, et pourtant je ne pouvais pas croire qu'il laissait une femme entrer. Eh bien, faites de votre mieux cette fois-ci. Je crois qu'il y a des choses limitées que les femmes peuvent faire dans ce domaine. Frustré par ses paroles et son regard intense, j'ai fixé l'homme et j'ai parlé. Le genre n'a pas d'importance dans n'importe quelle industrie. Un bon travail est réalisé lorsque les personnalités individuelles se réunissent. Faire des commentaires méprisants sur les femmes, tout en travaillant dans une école de construction spécialisée, est inacceptable. C'est pour ce monde, n'est-ce pas? S'il vous plaît, ne donnez pas de préjugés rigides aux jeunes qui s'apprêtent à entrer dans le monde de l'architecture. De plus, je ne le ferai pas simplement pour 3 jours. Je promets de rendre ces 3 jours significatifs pour les étudiants. Après avoir entendu mes paroles, l'homme a poussé un soupir frustré, comme s'il ne supportait pas les femmes qui deviennent arrogantes juste parce qu'elles arrivent à survivre dans un monde dominé par les hommes. Puis il m'a et puis, j'ai fixé la silhouette de l'homme qui s'éloignait, déterminé à donner une conférence qui ferait sans aucun doute que les étudiants attendent avec impatience la prochaine. Une passion ardente dans mon cœur, j'ai fait mon premier pas dans la salle de classe pour la conférence. Et ainsi, j'ai réussi mon séjour de 3 jours en tant que conférencier invité, quittant l'école spécialisée avec des adieux chaleureux des étudiants avec qui j'étais devenu proche. J'ai décidé de faire un rapport, alors je suis retourné à l'entreprise de construction et j'ai informé le contremaître du contenu des conférences que j'avais données pendant ces 3 jours joués. J'ai également mentionné les remarques irrespectueuses faites par la personne en charge le premier jour. Après avoir écouté mon histoire, le contremaître a pris un moment pour réfléchir et a simplement dit « Je vois, ça a dû être dur ». Mais il n'y avait pas de critique spécifique, ce qui m'a rendue heureuse. Alors je suis retournée dans mon appartement, sautillant de joie. Et puis vint le jour tant attendu du mariage de mon frère. Selon mes parents, qui s'étaient réunis dans un hôtel près du lieu du mariage la veille, la fiancée de mon frère s'appelait Amy White. Elle travaillait en tant qu'infirmière dans le même hôpital que mon frère et était non seulement responsable des soins aux patients hospitalisés, mais aussi très douée pour assister les médecins en salle d'opération. En me rappelant cette conversation et en me dirigeant vers la salle de préparation au lieu du mariage, j'ai trouvé la robe que ma mère avait préparée pour aujourd'hui. Quand je l'ai vue, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Bien que j'ai été un peu déconcertée par la robe vaporeuse que je n'avais jamais portée auparavant,
ma mère experte a rapidement pris en charge mon maquillage et ma coiffure. En un rien de temps, je me suis retrouvée incapable de me regarder dans le miroir, trop gênée pour relever la tête. Après avoir refroidi mes joues rougies, en entendant les compliments de mes parents sur mon apparence mignonne, je me suis dirigée vers la salle d'attente de la famille. Cependant, mon attention a été captivée par un homme en particulier qui était là. Cet homme était sans aucun doute la personne en charge de l'école spécialisée qui m'avait ridiculisé ce jour-là. Avec un sourire amical, cet homme nommé Kenny White s'est approché de nous et il est devenu évident qu'il était le père d'Amy. J'ai fait de mon mieux pour dissimuler mon malaise et l'empêcher de se voir sur mon visage. Bien que j'ai été surprise par cette réunion inattendue, je me suis dit que nous n'aurions probablement affaire qu'à nous aujourd'hui et que nous n'aurions aucune raison de parler à l'avenir. Me souvenant des paroles de ce jour-là, j'ai réprimé mon irritation et je l'ai salué après mes parents. Cependant, soit il ne s'en est pas rendu compte à cause de mon apparence habillée, soit il a choisi de l'ignorer et il a commenté « Tu as l'air d'une charmante jeune femme ». Cette remarque n'a fait qu'augmenter mon irritation. J'ai principalement été dans une position d'écouter la conversation de mes parents et d'éviter les interventions inutiles. Cependant, peut-être qu'il se sentait attentionné et qu'il a pensé à m'inclure dans la conversation. Kenny a demandé « Emma, où as-tu obtenu ton diplôme universitaire ?» Incapable de l'ignorer et avec un sourire forcé, j'ai répondu « J'ai obtenu mon diplôme de l'école secondaire et j'ai commencé à travailler pour des raisons personnelles. » Pendant un bref instant, le visage souriant de Kenny s'est légèrement déformé et j'ai eu l'impression qu'il me lançait un regard froid. Observant l'expression de Kenny avec un froncement de sourcils, essayant de ne pas être remarqué, je l'ai vu rapidement revenir à un sourire et dire « Je vois, c'est intéressant », avant de changer de sujet. Bien que j'ai eu un étrange sentiment de malaise à cause de ce bref changement d'expression, la cérémonie de mariage de mon frère et d'Amy a commencé. Amy était encore plus belle que je l'avais imaginé, et la robe de mariée blanche pure lui allait parfaitement. Mon frère, vêtu d'un smoking blanc assorti, avait également l'air incroyablement élégant. Les voir ensemble m'a fait sourire chaleureusement. Alors que la cérémonie de mariage touchait à sa fin et que nous passions à la réception, mon père a soudainement commencé à avoir l'air agité. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, et il s'est avéré que mon frère lui avait demandé de prononcer le discours de représentant de la famille. Il essuyait la sueur de son front et vérifiait ses notes. En échangeant des regards avec ma mère et en partageant un sourire ironique, le discours du représentant de la famille de la mariée a commencé avant celui de mon père. Avant le tour de mon père, Kenny semblait être de bonne humeur, peut-être à cause de voir sa fille dans sa tenue de mariée. Les il consommé pas mal d'alcool et avait des bizarres. Il avait l'air un peu instable, alors qu'il était soutenu par la mère de la mariée. Finalement, il s'est levé et s'est dirigé vers le microphone qui avait été préparé pour lui. En regardant Kenny se tenir avec assurance devant le microphone, malgré son état d'ébriété, je n'ai pas pu m'empêcher de rire, en pensant qu'il avait une autorité différente de celle de mon père. Puis avec le microphone en main, Kenny s'est incliné et a commencé à parler avec un sourire en coin. Merci beaucoup d'être réunis ici aujourd'hui pour célébrer le mariage de ma fille. Normalement, j'aimerais aussi offrir des mots de félicitations, mais je veux que vous sachiez tous mes vrais sentiments. Je suis vraiment désolée que la jeune sœur du marié Emma soit liée à une famille aussi remarquable que la nôtre. Pour être franche, quelqu'un comme Emma, qui n'a obtenu qu'un diplôme de l'école secondaire, n'est rien d'autre qu'une honte pour la famille. À mon avis, elle devrait rester à l'écart des réunions de famille et être consciente de son statut social lorsqu'elle interagit avec nous. La soudaineté de ces paroles nous a laissé, mon père, ma mère et moi, complètement sans voix. Cependant, dans un coin de mon esprit, l'expression précédente de Kenny m'est revenue à l'esprit et j'ai maintenant l'impression de comprendre la raison derrière cela. Un sentiment de frustration a lentement monté en moi. Puis mon frère, qui s'est levé brusquement, s'est approché de Kenny avec un sourire calme. Cependant, il était évident à travers son expression
qu'il était clairement contrarié, un sentiment qui était apparent pour notre famille. En voyant mon frère s'approcher de Kenny et lever son bras, je me suis levée pour intervenir et arrêter mon frère. Cependant, mon frère a maintenu un sourire figé et n'a pris que le micro de Kenny. Voyant cela, j'ai arrêté mon mouvement et mon frère a commencé à parler à Kenny. Je crois qu'une personne qui valorise les liens avec les autres, tout comme toi, ne devrait pas être inconsciente. Mais juste pour confirmer, connais-tu correctement la profession de ma sœur? Cependant, Kenny, ne comprenant pas le sens de la question, a marmonné « Hein ?» et s'est figé sur place. Voyant sa réaction, mon frère a continué avec ces mots. « C'est pas? Tu as personnellement demandé qu'elle soit professeure à l'école spécialisée et tu aimes visiter de vieilles structures architecturales comme des églises, n'est-ce pas? Emma est une maître charpentière impliquée dans leur restauration. » En entendant les paroles de mon frère, Kenny a commencé à trembler et a soudainement crié en colère contre mon frère. « Quoi? Une femme en tant que maître charpentière? Ne fais pas l'innocent. Connaissez. Être une maître charpentière est une compétence spécialisée et magnifique dans le monde de la charpenterie, le monde de la construction. Il n'y a aucun moyen qu'une femme puisse assumer un tel rôle. » Alors que Kenny continuait à faire un scandale, apparemment en oubliant qu'il y avait d'autres invités à la réception, mon frère a maintenu son sourire et a parlé une fois de plus. « Que dis-tu? Emma est une véritable maître charpentière formée par le Trésor national humain, M. Herbert Smith. Est-ce que tu suggères vraiment qu'elle ne peut pas le faire juste parce qu'elle est une femme, alors que c'est toi qui l'as contactée en premier lieu? Pourquoi ne pas l'écouter? » Lorsque mon frère a fait un geste vers quelqu'un, j'ai regardé dans cette direction et j'ai remarqué le maître charpentier assis tranquillement dans un coin moins visible. J'étais sans voix d'étonnement. Le contremaître, qui était resté silencieux jusqu'à ce moment-là, a souri lorsqu'il a eu un contact visuel avec mon frère et a lancé un regard perçant à Kenny. « Tu es en position de guider les jeunes qui façonneront l'avenir de l'industrie de la construction. Et pourtant, tu nourris de tels préjugés tordus, Kenny. J'avais entendu parler de ce qui avait été dit lorsque notre Emma est allée enseigner dans ton école, mais c'est d'un tout autre niveau. Écoute bien, que ce soit une femme ou un homme n'a pas d'importance. Il s'agit de tirer parti des forces de chacun pour coopérer et devenir le meilleur que nous pouvons être. Si tu continues à parler de commencer un monde d'hommes, tu seras laissé derrière par les temps. Et au fait, je suis sûre que je me suis bien fait comprendre pendant la discussion sur l'affectation d'enseignement. J'ai dit que le meilleur apprenti pour cette tâche est disponible. Tu penses que je sous-estime les choses? Si quoi que ce soit, d'où je me tiens, c'est toi qui nous sous-estimes. Intimidé par la voix tonitruante qui résonnait dans la salle et le regard perçant, la confiance de Kenny semblait s'évaporer. Il est devenu pâle comme un linge et a murmuré « Je suis désolé » avant de retourner à sa place dans un état second. La salle est restée agitée pendant un moment, mais Amy s'est levée et d'une voix calme a dit « Je m'excuse pour l'interruption. Prenons une courte pause et reprenons ensuite. » Puis, avec un visage pâle comme celui de Kenny, je fixai sa femme, qui l'appelait frénétiquement, et elle, comme influencée par ce regard, a lentement conduit Kenny hors de la salle. Lorsque la réception a repris, les parents d'Amy n'étaient plus présents, mais elle avait une expression rafraîchie, ce qui a progressivement levé l'atmosphère dans la salle, et à la fin, nous avons pu la clôturer avec des sourires. Après coup, alors que le contremaître s'apprêtait à quitter la salle, je l'ai arrêté et lui ai demandé la situation. Il a expliqué que malgré plusieurs demandes et une brève conversation, Kenny s'était agenouillé et lui avait demandé d'assister au mariage de sa fille. Alors il a accepté à contre-cœur de participer. Lorsque j'ai murmuré que ça aurait été bien s'il me l'avait dit à l'avance, il s'est excusé et a dit qu'il ferait en sorte de mieux communiquer à l'avenir. Nous assistions au même mariage. Il s'est gratté la tête avec un air réticent et a dit « Je ne pensais pas qu'il était nécessaire de le dire de toute façon. » Ce type voulait probablement simplement établir un lien. Cependant, même si c'était par hasard, le fait qu'il m'ait aidé reste inchangé. Alors j'ai baissé la tête et dit « Merci ». Puis le contremaître a dit avec un sourire ironique
J'ai toujours essayé de ne pas traiter les gens différemment parce qu'ils sont des femmes, mais quand il a dit quelque chose comme ça m'a fait réfléchir. Mon frère aîné est arrivé et a baissé la tête devant le contremaître, disant « Merci d'avoir répondu à cet acte soudain ». Le contremaître a dit « Elle est ma meilleure disciple ». Alors rester silencieux quand quelqu'un va aussi loin est tout simplement déraisonnable. Elle a passé un peu casse-ouest. Je me suis vaguement souvenu du passé en sentant la taille et la chaleur de sa main. J'ai été captivée par le travail d'un charpentier quand j'étais à l'école élémentaire. Pendant ce temps, chaque fois que j'avais des expériences désagréables à la maison ou à l'école et que j'avais besoin de calmer mes émotions, je visitais une vieille église. C'est lors d'une de ces visites que j'ai rencontré le contremaître qui réparait cette église et c'est ainsi que tout a commencé. Je regardais leur travail dans un endroit où je ne serais pas dans le chemin et j'ai été complètement captivée par leur magnifique savoir-faire. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à rechercher l'histoire des vieux bâtiments comme les églises et je suis allée les voir en personne. En grandissant, j'ai également cherché des livres sur les techniques de charpenterie et les ai dévorés. J'étais complètement fascinée par tout cela. Et quand je suis devenue collégienne, j'ai pris une certaine décision et j'ai décidé d'avoir une conversation avec mes parents à ce sujet. La décision était qu'une fois diplômée du collège, je deviendrais apprentie auprès d'un maître charpentier spécialisé dans la construction à l'ancienne et apprendrais le métier pour devenir une charpentière de premier ordre moi-même. André, sauf dame, il force me poser. Il a dit que ce serait difficile et qu'il y avait des endroits plus appropriés, une femme pour travailler. Il a secoué la tête et a refusé d'être d'accord. Mais je ne pouvais tout simplement pas abandonner, et j'ai continué à persuader mes parents jour après jour. Un jour, me voyant dans cet état, ma mère est entrée dans ma chambre et m'a parlé, moi qui avais été vaincue par les arguments de mon père, allongée face contre terre sur mon lit. Assise au bord du lit, ma mère a doucement caressé ma tête et a dit « Je comprends que devenir charpentière est un chemin difficile, et je pense que je te dis ça parce que tu le sais. Je ne m'y opposerai pas, mais tu devras montrer ta détermination à ton père. » Après avoir réfléchi un moment, j'ai senti que c'était la seule voie pour moi. Alors, je suis allée à l'entreprise de construction et j'ai baissé la tête devant le contremaître qui avait déjà été reconnu comme un trésor national vivant à l'époque et je lui ai demandé de me prendre comme apprenti. Au début, on m'a refusé dans un endroit où les femmes n'étaient traditionnellement pas autorisées à entrer. Cependant, j'ai continué pendant plusieurs mois, et même si je ne pouvais pas entrer dans le magasin, j'ai continué à attendre que le contremaître sorte, et j'ai continué à baisser la tête. Et puis, pendant l'hiver de ma deuxième année au collège, après de nombreuses tentatives de supplication, le contremaître a finalement éclaté de rire. Et il s'est approché de moi, me surprenant, et a dit « Je vais rendre visite à tes parents tout de suite. » Le jour où le contremaître est réellement venu chez nous, mes parents étaient déconcertés. Mais le contremaître s'est incliné profondément devant eux. Cette jeune femme deviendra sûrement une charpentière de premier ordre un jour. Je vois une passion ardente dans ses yeux. « S'il vous plaît, croyez en moi et confiez votre fille à moi, a-t-il dit. Le contremaître m'a regardé avec un regard bienveillant et a doucement posé sa main sur ma tête. Même si mon père semblait encore réticent, ma mère, les larmes aux yeux, a dit « Prends soin d'elle, s'il te plaît. » Voyant cela, mon père a également baissé la tête devant le contremaître, retenant ses larmes. Et mon frère aîné, qui avait été témoin de nombreuses disputes entre mon père et moi, nous a regardés avec une expression indescriptible, un souvenir que je me rappelle encore vivement aujourd'hui. Cependant, alors que j'étais déterminée à faire le premier pas vers mon rêve, les jours qui ont suivi n'ont pas été remplis que de moments agréables. Après avoir obtenu mon diplôme du collège et avec la permission de mes parents, j'ai emménagé dans l'appartement fourni par l'entreprise de construction et j'ai commencé à apprendre le métier. Cependant, au début, on m'a souvent assigné à des tâches de nettoyage de chantier qui étaient extrêmement physiquement exigeantes et j'ai eu du mal à suivre mes collègues plus expérimentés.
Chaque fois que le travail était retardé à cause de moi, il y avait de nombreuses occasions où mes collègues plus âgés se mettaient en colère contre moi, disant des choses comme « c'est ce qui arrive avec les femmes » ou « ne viens pas ici avec une détermination à moitié cœur ». Néanmoins, je ne me suis pas laissé décourager. J'ai continué à observer et à apprendre les techniques du contremaître et de mes collègues plus âgés, recevant parfois des conseils du contremaître lui-même. Avant même que je m'en rende compte, j'avais progressé au point d'être chargé de tâches aux côtés de mes collègues plus âgés. Mes collègues plus âgés ont commencé à reconnaître mes compétences davantage et ont commencé à sourire et à interagir plus avec moi. Enfin, je commence à prendre plaisir à mon travail maintenant. Je pensais que cela prendrait beaucoup plus de temps pour gagner la reconnaissance du contremaître, mais il y a peu de temps, il a clairement déclaré que j'étais sa meilleure disciple. J'étais tellement heureuse et souriante, mais il m'a rappelé de ne pas me laisser emporter en disant « Il y a encore beaucoup à apprendre ». On aurait dit que le contremaître habituel était revenu et je n'ai pas pu m'empêcher de redresser ma posture. En regardant l'échange entre moi et le contremaître, mon frère aîné a ri et m'a regardé droit dans les yeux. « Emma, il y a quelque chose que je voulais dire depuis longtemps. Te voir affronter ton rêve de devenir charpentière et travailler dur pour le réaliser, eh bien, ça m'a fait réaliser que je pouvais en faire plus. Cela m'a inspiré à viser le plus haut possible dans mes propres études, ce qui m'a conduit à devenir médecin et à aider de nombreuses personnes. Je crois que si je n'avais pas été témoin de ta détermination ce jour-là, j'aurais vécu une vie beaucoup moins épanouissante. Alors merci vraiment. » Alors qu'il disait cela, j'ai serré fort la main tendue de mon frère en essayant de retenir mes larmes et j'ai eu l'impression qu'une sensation chaleureuse coulait dans mon cœur. Et nos parents ainsi que le contremaître nous regardaient, frères et sœurs, avec des yeux bienveillants. En fin de compte, après cet incident avec Kenny et la peur de contrarier le contremaître, Kenny a connu son premier revers, n'ayant jamais fait face à l'échec auparavant, ayant obtenu son diplôme d'une prestigieuse université. Il a eu du mal à rebondir et finalement, il a décidé de démissionner de son poste de président d'une institution éducative, le transmettant à son successeur. Amy m'a partagé cela quand elle est venue s'excuser à nouveau. Elle en avait apparemment assez de son père, obsédé par les réussites académiques, et de sa mère qui accommodait cette mentalité. Alors quand j'ai vu Amy rire avec confiance et déclarer qu'elle coupait les ponts avec eux, je n'ai pas pu m'empêcher d'échanger un sourire complice avec mon frère, tous les deux en riant. Je continue d'apprendre l'artisanat d'une charpentière sous la direction du contremaître, tout en travaillant en harmonie avec mes collègues plus âgés. C'est un travail que l'école a formellement demandé après avoir reçu des demandes d'élèves qui avaient déjà suivi des cours spéciaux. J'enseigne les techniques de charpenterie dans une école professionnelle axée sur la construction 2 fois par semaine. Les 2 emplois sont gratifiants et je mène actuellement une vie très satisfaisante. Un jour, lorsque j'ai parlé de mon travail à l'école professionnelle, le contremaître a soudainement éclaté de rire avec une expression joyeuse sur son visage. Si je ne t'avais pas rencontré, je n'aurais probablement pas autorisé les femmes sur le chantier même maintenant. Et je n'avais même jamais pensé à transmettre mes compétences à des personnes ayant des aspirations si différentes. Comme ça, c'est toi qui m'as changé. En regardant le contremaître rire comme ça, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, et j'ai ressenti une chaleur se répandre dans mon cœur. Je me suis dit, c'est une bonne idée de se laver ici. Incroyable. Cela fait maintenant 5 ans que je suis en couple avec ma petite amie spéciale, Emily. Nous nous sommes rencontrés lors de la journée d'orientation de notre entreprise où la plupart des employés portaient des jupes, mais Emily se démarquait en portant un pantalon. J'ai subi une opération dans le passé, ce qui a entraîné une jambe prothétique. Emily a également une jambe prothétique qu'elle utilise depuis l'école primaire. Malgré cela, elle ne laisse pas cela entraver sa vie quotidienne, bien qu'elle doive être sélective dans ses choix vestimentaires. Elle ne peut pas porter de vêtements serrés ou de jupes, mais elle compense en portant des accessoires
comme elle l'a mentionné. J'ai été attirée par son attitude positive et j'ai finalement avoué mes sentiments et nous avons officiellement commencé à sortir ensemble. Emily porte toujours une bague en argent à son doigt du milieu droit qui ressemble à une sculpture d'art dans l'atelier en forme de couronne. Elle m'a dit un jour que cette bague est la raison pour laquelle elle s'est remise de sa maladie et vit maintenant une vie saine avec une joie pure. Cela m'a inspiré à lui demander si je pouvais lui offrir une bague spéciale aussi. Lorsque nous avons tous les deux 28 ans, je lui ai fait ma demande en mariage. Avant de la présenter à mes parents, j'ai décidé de leur rendre visite après une longue période et de leur parler d'Emily. Lorsque je leur ai parlé de mon désir d'épouser quelqu'un, ils étaient braves, écoutez. Je pourrais de nous ensemble dans l'intention de leur parler d'Emily. Mon père s'est exclamé « Quelle jolie fille !» Cependant, ma mère est devenue pâle et a dit « Est-ce possible? C'est la bague que j'ai faite. » Elle a ensuite révélé qu'Emily est la même fille qui était hospitalisée il y a 17 ans. Ma mère, qui travaillait comme infirmière à l'époque, a pris soin d'une fille de 11 ans atteinte d'ostéosarcome qui avait besoin de chimiothérapie et d'une opération sur sa jambe affectée. La fille a dû se faire remplacer la jambe par une prothèse et les effets secondaires du médicament ont fait tomber ses cheveux. Elle se lamentait de ne pas pouvoir porter de jupe et de perdre ses cheveux. Ma mère ne pouvait pas supporter de la voir souffrir, alors elle a suggéré qu'elle pouvait toujours embellir ses mains avec du vernis à ongles et des bagues. Elle a promis d'être là pour elle jusqu'à sa sortie. Encouragée par ses paroles, la fille a acquiescé. Marie et la fille ont apprécié d'être sur le toit ou à l'extérieur, car l'odeur remplirait la pièce si elle faisait une manucure à l'intérieur. Marie faisait des manucures en secret pour le bien de la mode de la fille, même lorsque l'infirmière en chef, Catherine, se mettait en colère contre elle. La fille s'est progressivement rapprochée de Marie, une infirmière très gentille avec elle. Voir son bonheur rendait Marie heureuse aussi. Marie a alors décidé de fabriquer à la main une bague pour la fille à porter, espérant que cela lui donnerait de la force pendant son opération. Chaque soir, après le travail, Mary a commencé à fabriquer une bague en argile d'art argentée. La bague était façonnée à partir d'un matériau appelé argile d'argent, grattée proprement pour ne pas blesser lorsqu'elle était touchée au doigt, puis cuite et polie. Bien que n'ai jamais été intéressée par là, l'artisanat, je me souviens avoir vu Mary fabriquer une bague à l'école primaire. Je n'aurais jamais imaginé que c'était pour cette fille hospitalisée. Une semaine avant l'opération de la fille, Mary lui a donné la bague faite à la main. Jusque-là, la fille ne portait que des bagues en plastique, alors elle était ravie d'avoir une bague plus adulte. Mary a toujours travaillé avec la conviction de vouloir être l'infirmière la plus compatissante. Malgré sa fatigue due à son travail et à l'incertitude de la possible relocalisation de son mari pour son travail, le sourire de la fille en valait la peine. « Tu l'as faite pour moi ?» demanda Emily. « C'est un peu serré ici. Désolée si les langues c'est pas parfait. Sauce. Ce n'est pas grave, répondit Emily. Elle a essayé de la mettre à son annulaire gauche, mais Mary l'a arrêtée. Pourquoi ne pas garder cet annulaire pour quand tu te marieras avec un amoureux? Puis, avec des larmes aux yeux, Emily a dit « Je ne sais pas si je vivrai assez longtemps pour me marier. » Ce n'est pas vrai, la rassura Mary. Elle a pris la main d'Emily. Oh, bien que la rencontre avec Mary ait remonté le moral d'Emily, elle avait toujours des peurs internes. L'opération se passera-t-elle bien? Combien de temps vivra-t-elle? Mary a rassuré Emily et lui a demandé de porter la bague à son majeur droit. J'espère que tu es loin. Ben, Emily a acquiescé et a glissé la bague à son majeur droit. Elle était un peu trop grande, mais c'était le souhait de Mary, espérant qu'Emily la porterait encore en grandissant. Par la suite, Emily a porté la bague qu'elle croyait avoir des pouvoirs protecteurs lorsqu'elle est entrée en chirurgie. L'opération a été un succès. La famille a débattu si mon père devait partir seul ou si nous devions tous déménager. Bien que je ne voulais pas quitter mes amis d'école, je ne voulais pas non plus être mon père.
L'idée que la famille vive séparément était impensable. This kartiksupina passe ferminian boutis de timpien de la sei. Nesile était l'hôpital. Son patient Bob, où Mary travailla, l'a remercié en disant « Merci ». En tant qu'infirmière qui a toujours pris soin de ses patients, elle avait de nombreux admirateurs. Marie a également dit à Emily, qui venait de subir une opération, qu'elle partait. Marie avait promis d'être avec Emily jusqu'à sa sortie, donc elle se sentait très coupable. Lorsque Marie a dit à Emily qu'elle ne serait pas là pour voir sa guérison, Emily a crié de colère. « Tu as promis de rester avec moi jusqu'à ma sortie. » Tu es une menteuse. Emily a pleuré sans pouvoir se contrôler, mais il n'y avait rien que Mary puisse faire. Même lorsque Mary s'est excusée, Emily l'a simplement frappée doucement par frustration. Après cela, Emily s'est éloignée de Mary, et quand elle est venue dire au revoir, Emily, allongée dans son lit, ne lui a même pas regardé. Mary, toujours soucieuse de ses patients, en a profondément regretté. J'ai toujours ressenti de la culpabilité d'avoir fait pleurer Emily quand nous nous sommes séparés. C'est... Mais maintenant je vois à quel point elle a grandi. L'anneau qu'Emily portait était sans aucun doute celui imparfait que Mary avait fait, et en voyant une photo de celui-ci, elle a pleuré. J'ai été étonnée par une telle cause. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé, murmura Mary. Mary pensait qu'Emily lui en voulait, mais je pensais le contraire. Quand Emily me parlait d'Eliwood, elle avait l'air très heureuse. Si Emily avait détesté l'infirmière qui l'avait quittée, elle ne porterait pas l'anneau et ne parlerait pas avec autant d'affection. Tu sais, j'ai récemment demandé cette fille en mariage. J'aimerais que tu la rencontres bientôt. Mon père a tout de suite accepté. Marie avait l'air un peu mal à l'aise. Pour dissiper le malentendu, je me suis sentie obligée de l'emmener avec moi. 2 semaines plus tard, j'ai mis une Emily nerveuse dans la voiture et nous nous sommes dirigés vers la maison de mes parents. Et notre arrivée, aujourd'hui, Emily portait également son anneau protecteur. Je suis entrée en premier et Emily m'a suivi. Mon père et ma mère, qui avaient l'air nerveux, sont venus à l'entrée. L'expression de Mary était tendue. « Bonjour, enchantée de vous rencontrer. Je suis Emily Johnson. Je s'appelle Collie. » En réponse à son salut formel, mon père l'a invitée à entrer en disant « S'il vous plaît, détendez-vous. » En poussant doucement une Emily toujours nerveuse, j'ai ensuite tapoté l'épaule de ma mère. Assis sur le canapé, nous avons raconté à mes parents comment nous nous sommes rencontrés. Nous avons également annoncé nos projets de mariage. Emily a parlé de sa maladie passée et de la prothèse à sa jambe. Bien qu'Emily portait un pantalon ample, sa cheville prothétique était visible. Mon père a fait un signe de tête à Marie, qui a ensuite pris une profonde respiration et a parlé. J'ai remarqué qu'elle portait cet anneau quand Harry m'a montré votre photo avant. Qu'est-ce que c'est? A demandé Emily en touchant affectueusement son anneau. Elle a expliqué « Cela m'a été donné par une infirmière quand j'étais hospitalisée. Elle a dit que c'était pour m'aider à guérir. » Marie avait l'air bouleversée. Mais ensuite, cette infirmière est partie soudainement et je me suis sentie si seule et bouleversée. J'ai beaucoup pleuré. Je voulais lui dire que je l'aimais et que je souhaitais qu'elle reste, mais j'ai pas pu m'exprimer. Emily a avoué qu'à l'époque, elle se sentait vraiment seule, mais ne pouvait pas exprimer ses sentiments. En entendant ces mots, des larmes ont coulé des yeux de Marie. À une Emily troublée, Mary s'est également confiée à elle. En fait, j'étais cette infirmière. Je suis tellement désolée de ne pas avoir pu être avec toi jusqu'à la fin. J'ai toujours pensé que cette petite fille me détestait. Emily s'est précipitée en avant, secouant la tête. Pas du tout. Je t'ai toujours aimé. J'étais juste têtue à l'époque. Désolée. Elle a ajouté, je porte toujours cette bague, comme un porte-bonheur. Grâce à toi, j'ai guéri et je vis une vie saine. Marie est passée de « je suis désolée » à « merci » en tapotant le dos de Mia. C'était un moment où un malentendu datant de 17 ans a été dissipé. Marie, qui avait vécu avec le regret de cette époque, pensant qu'elle était méprisée, était ravie d'apprendre qu'Emily avait chéri la bague tout ce temps. Avec le pouvoir de la bague que Marie a faite et la forte volonté d'Emily, elle a surmonté sa maladie sans récidive.
Maintenant, Emily porte la bague de Mary à son majeur droit et une de moi à son annulaire gauche, protégeant la bague remplie des souhaits de Mary. Ayant surmonté sa maladie, Emily est maintenant mariée avec moi et nous profitons de notre vie de jeune mariée. Et par exemple, être gladiateur de quelque chose que vous n'avez pas fait. Ou réaliser que l'amour que vous pensiez mutuel était en fait à sens unique. La vie a sa part d'épreuves et de déceptions. Mais cela pourrait être censé arriver pour nous aider à devenir plus forts. C'est aux individus de décider s'ils pensent de cette façon ou non, mais je pense avoir de la chance de le réaliser. Mon nom est Carter Thompson. Je suis chercheur dans une entreprise pharmaceutique, étudiant principalement les composants des médicaments. À l'origine, j'ai une formation scientifique et j'adore enquêter et comprendre quelque chose en profondeur. J'ai donc été absorbé par la recherche pendant mes études et maintenant je peux faire ce que j'aime pour gagner ma vie. Grâce à cela, j'ai été chargé de diriger mon équipe et je suis assez fier de là où je suis aujourd'hui. Un jour, sans prévenir, j'ai été appelé par le PDG de l'entreprise, M. Johnson. N'ayant aucune idée de ce dont il s'agissait, je me suis précipité dans son bureau. Johnson m'attendait avec un grand sourire. « Salut Carter, j'ai bon toi. On dit que tu as un talent incroyable. Oh, ne sois pas si nerveux. C'est rien de mal. » En disant cela, il m'a fait signe de m'asseoir sur le canapé. Après quelques discussions, j'ai commencé à douter et à me sentir tendu, parce qu'il a mis du temps à arriver au point principal. Cependant, j'ai quand même acquiescé à la conversation. Enfin, il a toussé et a dit au fait, « As-tu des projets de te marier ?»« Marier, tu dis ? Eh bien, je suppose que j'aimerais finalement. » Son sourire s'est encore agrandi quand il a entendu ma réponse. Il s'avère que sa fille Emily a 25 ans cette année. Et il espérait qu'elle trouverait quelqu'un, et mon nom est venu comme une recommandation du chef du département de recherche. Donc il a montré ma photo à Emily et lui a parlé de ma carrière. Elle a apparemment montré de l'intérêt pour moi. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment pensé au mariage encore, et pour commencer, je ne savais même pas que mes informations personnelles étaient partagées. Si je devais me marier, est-ce qu'une épouse serait vraiment d'accord avec un mari constamment absorbé dans la recherche? Je me sentirais coupable si je la laissais se sentir seule. Pour être honnête, je ne connais pas grand-chose aux relations amoureuses après tout. Oui, mais Johnson semblait comprendre ma façon de penser, et il a dit avec le même sourire, « Ne réfléchis pas trop. Au moins rencontrez-la une fois. Vous pourrez décider ensuite si vous voulez continuer ou non. » J'ai simplement cédé sous la pression de son sourire. J'accepte d'avoir un dîner de rencontre avec elle. Après tout, cette rencontre a radicalement changé ma vie. Emily, la fille du PDG, était une héritière typique, naïve et modeste, pour ainsi dire. Je ne sais pas si c'est parce que mon université et mon lieu de travail étaient dominés par les hommes et que j'avais peu d'expérience romantique, mais j'ai trouvé Emily attachante. Nous avions des hobbies en commun et nous avons eu de belles conversations ensemble. De jour en jour, sa place dans mon cœur a grandi. Quand j'ai exprimé mes sentiments à Emily, à ma grande surprise, elle a dit qu'elle ressentait la même chose. À partir de là, tout s'est accéléré de nos fiançailles à notre mariage. Notre vie de couple est un long fleuve tranquille. Même si nous nous sommes rencontrés grâce à une rencontre arrangée, je considère toujours notre relation comme ayant évolué grâce à des rendez-vous et de la romance. Depuis que j'ai épousé Emily, j'ai reçu des bénédictions, des taquineries et même des regards envieux ou jaloux de ceux qui spéculent que je pourrais devenir le prochain PDG simplement parce que j'ai épousé la fille du PDG actuel. Mais c'est à l'entreprise de décider. La réalité est que le fait d'épouser Emily ne fait pas automatiquement de moi le successeur. Personnellement, je pense que je suis plus adapté à la recherche qu'à la direction de l'entreprise. Oh mec, le futur PDG doit sûrement nous regarder de haut, c'est sûr. Alors que je pointais une erreur dans le rapport d'un collègue junior, un collègue nommé Jake Miller a interrompu. Quand je l'ai regardé en silence, il s'est exclamé « Oh non, si je suis du mauvais côté du futur PDG, je ne vais pas durer ici. » Il est tellement enfantin que je n'ai même pas pris la peine de répondre.
Jake a toujours eu une attitude dure envers moi, mais depuis mes fiançailles avec Emily, son comportement n'a fait qu'empirer. Il jette constamment des regards envieux, fait des remarques sarcastiques ou m'ignore carrément. Un jour, de nombreuses personnes qui étaient des sujets d'essai pour un nouveau médicament que mon équipe supervisait ont signalé des problèmes de santé. L'essai a été immédiatement interrompu et le nouveau médicament a été rappelé pour enquête. Heureusement, les problèmes de santé étaient mineurs, comme des maux de tête ou de légères fièvres, et il n'y a eu aucun effet secondaire grave. Mais ils sont quand même des victimes, et nous devons fournir une forme d'assurance, à savoir une compensation aux personnes touchées, coûte cher à l'entreprise et nuit à notre réputation. Naturellement, en tant que leader, je suis tenu pour responsable. Lors d'une enquête plus approfondie sur le nouveau médicament, des substances étrangères ont été immédiatement détectées à l'intérieur. Il n'y avait aucun rapport de telles substances dans la liste des ingrédients précliniques et je n'ai vu aucune indication pendant le processus de test. Quand j'ai vérifié, je n'ai rien vu. Des questions ont surgi, comme quand et où ces substances étrangères sont entrées dans le médicament et pourquoi personne ne l'a remarqué avant l'essai clinique. Toute l'équipe l'a vraiment négligé. Ma demande de réinvestigation a été ignorée et on m'a dit de rester à la maison jusqu'à nouvel ordre. Le voyage de retour avec une telle déception a été incroyablement long. Que pourrais-je dire à Emily? Serait-elle triste? Elle pourrait même pleurer. Non, il n'y a pas besoin qu'elle soit triste, car je n'ai rien fait de mal. Tout ce que je peux faire, c'est lui dire la vérité. Emily doit croire en moi. Elle savait déjà que j'étais mis en congé. Elle l'a probablement entendu du PDG. Sans même me regarder, elle a commencé à faire ses bagages. Papa a dit que tu serais promu rapidement et que tu obtiendrais un rang plus élevé dans l'entreprise un jour. C'est pour ça que je t'ai épousée. Elle crie quelque chose qui n'a aucun sens et me jette un livre. Sinon je n'aurais pas épousé un gars comme toi. Quel gaspillage de temps a été ce mariage. Pendant que j'essayais de comprendre ce qu'elle disait, Emily se dirigeait vers la porte. Attends, Emily, parlons. Ne m'appelle pas si familièrement. Ces cris m'ont fait retirer ma main tendue. Elle a laissé une enveloppe sur une table d'appoint près de l'entrée en disant « Assure-toi de la remplir ». Puis elle est partie. J'étais étourdie pendant un moment et j'ai réalisé qu'Emily ne m'avait jamais vraiment aimé. Je pensais que notre mariage était basé sur l'amour, mais il semble que j'étais le seul à penser de cette façon. Elle m'a épousé pour mon statut marchand. En réalisant ma naïveté, je n'ai même pas pu pleurer. À l'intérieur de l'enveloppe sur les concours sur le trou prévu, comme prévu, était un formulaire de divorce où même le PDG et sa femme avaient signé en tant que témoins. J'avais aucune idée quand elle avait préparé cela. Le PDG et sa femme savaient-ils dès le début les sentiments d'Emily? Avec cette pensée, même si les doutes qui pesaient sur moi seraient dissipés, je n'aurais pas le courage de retourner à l'entreprise. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé tous les documents nécessaires pour le divorce, y compris le formulaire de divorce, ma lettre de démission et un formulaire d'annulation de bail d'appartement à la maison des parents d'Emily dans le Nebraska. J'ai décidé de rester chez mes parents dans le Texas rural pendant un certain temps. Quand je leur ai parlé du divorce et de ma démission, ils ne m'ont pas pressé pour avoir des détails et m'ont simplement dit de prendre du repos. Leurs paroles ont eu beaucoup de sens pour moi pendant cette période. Je pense que j'aimerais prendre un peu de temps pour me détendre chez mes parents pendant un moment, comme ils disent. Cependant, étant à la campagne, il n'y avait pas grand-chose à faire. Mes deux parents sont à la retraite, mais ils travaillent à temps partiel, donc seule ma grand-mère est à la maison pendant la journée. Un jour, j'ai décidé d'accompagner ma grand-mère à l'hôpital local. C'est un hôpital général qui est toujours occupé par des patients et du personnel plus âgé. Il y a quelques cliniques privées aux alentours, mais les médecins sont également âgés, donc ils ferment parfois en raison de leur propre santé. Cela entraîne probablement une surpopulation à l'hôpital général. Après avoir enfin terminé la consultation et le paiement, nous avons dû visiter la pharmacie. La pharmacie à côté de l'hôpital était comme bondée. En regardant de plus près, j'ai remarqué qu'il n'y avait qu'un seul pharmacien.
Il y avait aussi une jeune femme, mais il semblait qu'elle était seulement responsable de l'accueil et des paiements. Elle n'a probablement pas encore obtenu sa licence de pharmacien. Le pharmacien, une femme légèrement plus âgée que moi, était débordé de travail. Il y avait un panneau de recherche de personnel sur le mur. J'ai également une licence de pharmacien, bien que j'ai principalement travaillé dans la recherche et n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Cependant, je pense que je peux gérer le travail de simplement distribuer des médicaments en suivant les prescriptions. Plus tard, lorsque j'ai appelé la pharmacie pour postuler en tant que pharmacien, le processus s'est déroulé sans problème, y compris le dépistage des documents et les entretiens, et j'ai été embauché immédiatement. J'ai commencé à travailler la semaine suivante. Il semble que la pharmacie manquait vraiment de personnel. En quelques jours seulement, je me suis bien entendu avec mes collègues et bien que je manquais d'expérience, j'ai réussi à faire mon travail. Merci beaucoup, c'est génial de t'avoir ici, Carter. Tu nous aides vraiment. Jusqu'à présent, je n'ai fait que distribuer des prescriptions et expliquer les composants. Ce qui est la partie difficile, nous sommes tellement sous-effectifs. La pharmacienne soupire et me tend une boîte de café. Son nom est Catherine Smith et elle travaille dans cette pharmacie depuis environ 5 ans. Apparemment, le pharmacien avec qui elle travaillait l'année dernière est tombé malade et a pris sa retraite, et depuis lors, c'est toujours aussi occupé. Pendant April, nous discutons et parlons que je travaillé ici. Quand je lui dis que j'ai travaillé dans une pharmacie, elle semble surprise. Dans une entreprise pharmaceutique à New York, ses yeux s'illuminent comme ceux d'un enfant et elle dit « Wow !» dans un centre de recherche d'une entreprise pharmaceutique. C'est tellement cool. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi pharmacien, c'est impressionnant. Eh bien, j'ai dû faire face à de sérieux problèmes dans ce travail. Quand je dis que j'ai démissionné, elle réagit comme si c'était du gâchis. C'est pas du gâchis. J'avais mes raisons. Je prévois de rester ici un moment. Eh bien, je suppose que je peux me détendre un peu alors. Je compte sur toi, dit Catherine avec un sourire. Sa vibe douce et réconfortante comme une grande sœur me fait instinctivement hocher la tête en accord. Jusqu'à présent, mon travail ne consistait qu'en recherche, étude des composants et effets des médicaments, et rédaction de rapports sur papier. Je savais en théorie qui les utilise et dans quel but. Cependant, maintenant je comprends qu'il faut personnaliser la prescription pour une utilisation réelle. En travaillant à la pharmacie, j'ai remarqué de nombreux patients à qui l'on a prescrit des médicaments mais qui ont des problèmes. Le médicament fonctionne, mais il y a des effets secondaires. Beaucoup ne peuvent pas exprimer leurs préoccupations correctement. Dernièrement, j'ai des problèmes pour dormir. Je l'ai mentionné à mon médecin et il m'a prescrit des somnifères légers. Mais tu sais, j'hésite à les prendre. À chaque fois que je les prends, j'ai toujours mal à la tête. Je les prends quand même car mes analyses de sang sont bonnes. Peut-être que s'ils en informaient le médecin, il pourrait obtenir une prescription alternative, ou peut-être même ne pas avoir besoin de médicaments du tout. Pourtant, pour une raison quelconque, c'est difficile pour eux de le dire. Mais ils peuvent nous le dire. Aux pharmaciens. Pourquoi? Probablement parce que nous sommes plus accessibles que les médecins. Nous écoutons les petits retours et préoccupations des utilisateurs, communiquons avec les médecins à leur sujet et les aidons à choisir les médicaments. Comparé à mon ancien travail, cela peut sembler trivial, mais je me sens utile et apprécié à la fois par les médecins et les patients, et c'est très gratifiant. En y repensant, pendant mes années d'université et mes premiers emplois, j'ai à peine interagi avec les gens. Maintenant, j'ai même des conversations informelles avec les patients pendant les pauses au travail. Et j'aime ça, ce qui est assez surprenant pour moi. Je me suis habituée au travail à la pharmacie. Je me suis liée d'amitié avec les patients locaux. Et quand j'ai commencé à vivre seule, près de la maison de mes parents, Catherine et moi sommes devenus encore plus proches. Elle est ma seule collègue et elle est facile à aborder, alors j'ai fini par lui parler de mon ancien travail. Quand j'ai mentionné l'incident des objets étrangers à mon ancien travail et mon divorce, Catherine a réagi comme si c'était son propre problème. Pas quoi?
quitter cette entreprise était la bonne décision, tout comme le divorce. Quand Catherine dit ça, ça me fait étrangement me sentir validée, comme si c'était la bonne décision. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'une personne en dehors de ma famille me comprend vraiment et me soutient. À ma grande surprise, j'ai appris que Catherine est également divorcée et vit près de la maison de ses parents avec ses 2 enfants. Eh bien, je suis à peu près dans la même situation. Là, est la maison de mes parents et c'est selon je pourrais y retourner. Mais maintenant, je suis heureux et je pense que les choses se sont bien passées. Être dans cette petite ville, avoir un travail et une merveilleuse collègue comme Catherine, elle me sourit. Pareil ici, je n'ai jamais connu une vie et une mentalité aussi paisible auparavant. Bien que mon travail de recherche était gratifiant, il semble que mon travail actuel, où j'interagis avec les gens et me sens utile, me convient mieux. Cela semble combler le vide que je n'avais même pas réalisé avant. Vivre ici comme ça, peut-être que ce serait bien de s'installer pour toujours. Autour du moment où je commence à penser de cette façon, ce jour est arrivé de nulle part. Et c'était le jour où une conférence de médecine interne avait lieu, donc la clinique était exceptionnellement fermée, laissant la pharmacie assez calme. Bien que calme, c'était peut-être exagéré. Même si la médecine interne était fermée, les autres départements continuaient de voir des patients. Donc il y avait encore du travail à faire. Mais mes mains étaient libres. Les rendez-vous du matin étaient terminés, les ordonnances diminuaient, et je pensais enfin pouvoir prendre une pause déjeuner quand un nouveau client est entré. J'ai entendu Catherine dire « Bonjour » et j'ai tourné la tête instinctivement. Je n'en croyais pas mes yeux. À ma grande surprise, le PDG de mon ancienne entreprise et mon ex-femme Emily étaient là. Au moment où Emily m'a vue, ses yeux se sont remplis de larmes. « Carter, tu m'as tellement manqué. » Ma première pensée a été « Pourquoi diable sont-ils ici ?» Nous n'avons plus aucune raison de nous voir. Il n'y a plus rien à dire. Complètement sans voix, Catherine a compris la situation et a dit « Pourquoi n'aurais-tu pas une pause d'abord ?» N'hésite pas à utiliser la salle de repos. Je peux me débrouiller ici toute seule. Elle a ensuite guidé le PDG et Emily vers la salle de repos à l'intérieur pharmacie. Bien que ce soit leur première rencontre avec Catherine, le PDG et Emily ont pris sa gentillesse pour acquise. Je n'avais jamais remarqué leur attitude présomptueuse auparavant, mais maintenant cela m'agace. « Hé Carter, ça fait un moment. Comment vas-tu? »« Bonjour, je suis venu te parler à nouveau aujourd'hui. » « Dan, j'ai entendu de ta grand-mère que tu travaillais ici quand j'ai visité ta maison familiale. Son attitude excessivement amicale était en fait perturbante. Cela m'a rassuré le moment où il avait proposé un rendez-vous arrangé. Quand je lui ai demandé directement ce qu'il voulait, il en est finalement venu au fait. Après mon départ de l'entreprise, il avait nommé Jake comme chef d'équipe. Cependant, Jake manquait de leadership. L'équipe était dans tous les sens, et il y avait tellement de plaintes de la part des partenaires commerciaux. Pour aggraver les choses, Jake a volé du matériel de recherche et a rejoint une entreprise concurrente. De plus, un autre collègue a révélé que l'incident des substances étrangères avait été planifié par Jake. Apparemment, ce collègue, qui travaillait tard un soir, a vu Jake faire quelque chose avec un nouveau médicament prévu pour des essais cliniques. Lorsqu'on l'a interrogé, Jake a balayé cela d'un revers de main, prétendant qu'il ajustait simplement la composition. Cependant, des substances étrangères ont été détectées lors des essais cliniques. Le collègue a confronté Jake, mais il a simplement dit avec obstination qu'il n'y était pour rien. À ce moment-là, avait déjà démissionné et Jake était le chef d'équipe. Or, de plus, ce collègue et Jake étaient de vieux amis d'université et devaient beaucoup de faveurs à Jake. Jake l'a menacé en disant que s'il soulevait le problème, cela serait considéré comme un échec de toute l'équipe et que tout le monde serait contraint de prendre un congé obligatoire, voire d'être licencié. Par peur, le collègue est resté silencieux. Cependant, après le départ de Jake, il a senti que quelque chose n'allait pas et a finalement signalé l'incident. Lors de la réinvestigation, il a été découvert que le médicament avait été déplacé vers un lieu de stockage le lendemain matin, après que Jake l'ait manipulé. Ce qui signifie que la dernière personne à avoir manipulé le médicament, si le témoignage du collègue était vrai, était Jake.
Bien qu'il n'y ait pas de preuve définitive, le fait que j'ai quitté le travail à temps, le jour où le collègue est resté tard et que je suis arrivé au travail après que le médicament ait été déplacé le lendemain, et blanchi mon nom. Donc il s'avère que vous étiez innocent. Je suis vraiment désolé, nous aimerions vous réembaucher avec les mêmes avantages. Non, mieux qu'avant. S'il vous plaît, revenez. Depuis que vous êtes parti, j'ai réalisé à quel point vous étiez indispensable. J'étais stupide. J'aurais pas dû dire ces choses blessantes à l'époque. Nous avons tous les deux été tons. Je suis désolé. Le PDG et Emily se sont tous deux inclinés profondément, presque à genoux. Mais leurs supplications ne m'ont pas du tout ému. Bien sûr, j'étais soulagée d'être innocentée, mais c'était tout. C'est presque surprenant à quel point j'avais été dévastée avant. Je suis content que mon nom ait été blanchi. Mais j'aime ma vie maintenant. Je n'ai pas l'intention de revenir. En entendant ma réponse ferme, ils se sont regardés en coin. Allez vous plaisanter, n'est-ce pas? Vous allez gaspiller votre talent dans un endroit comme celui-ci. Carter, je veux qu'on vive à nouveau ensemble dans notre ancienne maison. Je suis sûre qu'on peut recommencer à zéro. Ils ont tous deux insisté de manière agaçante. Ils étaient si insistants que mon ton s'est peu à peu durci. À ce moment-là, Catherine a jeté un coup d'œil à la porte. Excusez-moi, je ne voulais pas écouter aux portes, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Je sais que ça ne me regarde pas, mais est-ce que vous deux voulez vraiment que Carter revienne? Eh bien, bien sûr, cette ville a vraiment besoin de Carter. Nous, les patients, les médecins et moi-même l'apprécions tous. Avec un ton demi-ferme, Catherine a parlé. Qui êtes-vous, beau sang? Ça ne vous regarde pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas la même chose pour vous? Vous avez tout mis sur son dos, et ensuite vous l'avez divorcé. Maintenant, vous voulez soudainement qu'il revienne? Qu'est-ce que tu penses que tu es, vieille sorcière? Enragée par le commentaire grossier et flagrant d'Émilie, quelque chose en moi a craqué. Et comment oses-tu parler à ma collègue comme ça? Je t'ai dit que je voulais travailler ici. Je n'ai aucune intention de revenir en arrière. Oh, c'est comme ça? Pourris donc à la campagne. Je suis venue te chercher uniquement parce que papa me l'a demandé. J'ai su que j'ai pris la bonne décision en divorçant de toi. Je veux plus jamais te revoir. Avec un flot de jurons en guise de dernière parole, Emily est partie sans même nous regarder. Le PDG, M. Johnson, m'a jeté un regard, comme s'il voulait dire quelque chose, mais à la fin, il a suivi sa fille sans dire un mot. Une fois qu'ils sont partis, Catherine s'est approchée de moi avec un air préoccupé. « Carter, je suis désolée. Je devais juste dire quelque chose. Peut-être que j'ai été trop loin. » Elle avait l'air sincèrement repentante. Mais ce qui m'a encore plus surpris, c'est de voir ce côté assertif de Catherine qui m'a fait me sentir rafraîchie. C'est bon, j'avais l'intention de refuser dès le début. T'es sûr? Je pense qu'elle ne reviendra jamais. C'est bien. Comme je l'ai dit plus tôt, j'aime vraiment être ici. En entendant mes paroles, Catherine a souri. Bien dit, souviens-toi. Et elle m'a donné une tape amicale dans le dos. Curieux à cet événement, a épousé Catherine. Je travaille toujours comme pharmacien dans la pharmacie locale. Avoir eu des moments difficiles dans mon précédent emploi a été une expérience amère. Mais cela m'a amené à apprécier la joie d'une profession plus en contact avec les gens et la communauté locale, quelque chose que je n'avais pas conscience auparavant. Sans cette expérience, je ne mènerais pas la vie que j'ai maintenant. La vie est pleine de moments inattendus et difficiles, mais je crois que tout arrive pour une raison et mène à un avenir meilleur. Mon nom est Sean Atwater. Je suis juste un employé de bureau ordinaire dans une entreprise normale. Marié depuis 3 ans, je vis heureux avec ma femme. Ma femme, Catherine, femme au foyer. Vivre avec seulement mon salaire peut être un peu serré, mais nous avons toujours trouvé de petites joies dans notre vie quotidienne. J'ai rencontré Catherine à l'université. Nous étions dans le même club et dans la même classe. Elle était aussi mignonne qu'un lapin. Pour une raison quelconque, elle a commencé à s'intéresser à moi, et avant que je m'en rende compte, nous passions beaucoup de temps ensemble. Et c'est grâce à elle qui a fait le premier pas, nous sommes finalement devenus un couple. Malgré son apparence délicate, elle est assez assertive et a toujours pris les devants. Pour un gars indécis et timide comme moi, c'était quelque chose à remercier.
Nous, les humains, avons tendance à être attirés par ce que nous n'avons pas. Même maintenant, je trouve sa personnalité captivante. Mais ces derniers temps, quelque chose me tracasse. D'accord, c'est fait. Un certain week-end, chaque fois que j'ai une journée libre sans plan, je cuisine toujours à la maison. C'est mon passe-temps. Quand j'étais jeune, mon père s'est guéri subitement d'une maladie. Ma mère, qui était de fouiller, a dû commencer à travailler pour me soutenir. Naturellement, ses revenus ont considérablement diminué. Nous avons déménagé dans un petit appartement bon marché et avons vécu là-bas, juste tous les deux. Il y avait beaucoup de jours où elle rentrait tard à la maison. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir seule en passant du temps seule à la maison. À cause de la pauvreté, j'avais toujours faim. La seule chose que je désirais toujours était la cuisine de ma mère. Elle était douée pour la cuisine, surtout les plats américains, en pensant à moi et à mon père. Mais comme il y prenait du temps et des efforts, elle les faisait rarement après avoir commencé son travail. Pour recréer le goût de ces plats, j'ai commencé à cuisiner quand j'étais à l'école primaire. Au début, je ne savais même pas comment assaisonner les choses correctement et je continuais à échouer. Mais ma mère a été touchée par mes efforts et m'a donné des conseils à chaque étape et pour l'assaisonnement. En améliorant rapidement mes compétences en cuisine, elle souriait en me regardant, l'air satisfait. La joie de rendre quelqu'un heureux avec ma cuisine. Mon cœur se réchauffait et je passais mes journées à cuisiner pour elle. Puis vint le moment de décider d'une carrière après le lycée. J'ai pensé à une école de cuisine, mais les frais de scolarité étaient une préoccupation. J'ai décidé de prendre un prêt étudiant et d'aller à l'université, espérant soulager un peu le fardeau de ma mère. Je voulais obtenir un bon emploi et gagner un bon salaire. Avec cela en tête, j'ai abandonné l'idée de faire de ma passion pour la cuisine une carrière et je suis allée à l'université. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un bon emploi régulier dans une reprise ordinaire. Je n'ai pas obtenu mon diplôme d'une université de premier plan, donc mon salaire n'est pas exceptionnel. Mais j'étais satisfait de là où j'en étais. Je ne suis pas du genre ambitieux, donc j'étais pas désespéré pour les promotions. J'étais heureux tant que je pouvais vivre modestement avec Catherine. Catherine, le dîner est prêt? J'ai appelé, posant le dîner fraîchement préparé sur la table. Catherine regardait la télévision dans le salon, mais elle s'est tournée vers moi quand elle a entendu ma voix. J'ai acheté du poulet en promotion aujourd'hui, donc j'ai fait un ragoût de poulet. Le ragoût de poulet était mon plat réconfortant ultime. C'était dans mon top 3 des recettes de ma mère. Catherine s'assit, l'air un peu perplexe. « Et encore du ragoût? Je suis reconnaissante que tu cuisines pour moi, mais je commence à en avoir marre de toujours manger les mêmes plats traditionnels. » Catherine, connue pour ses habitudes alimentaires difficiles, ne mangeait que ce qu'elle avait envie. Si elle n'en avait pas envie, elle pouvait même sauter des repas. Mais ces plats sont nutritifs et délicieux, non? Essayant de détendre l'atmosphère avec un sourire ironique, j'ai offert à Catherine son bol. Elle poussa un soupir lourd, apparemment agacé. Je voulais juste quelqu'un qui n'aime pas particulièrement les légumes, obtienne des nutriments. Je m'ennuie de manger toujours le même type de nourriture, peu importe à quel point elle est nutritive. J'en Bouleversée, Catherine se leva et quitta la pièce. Restée seule, je ressentis un poids de tristesse. On dirait qu'on se dispute beaucoup pour de petites choses ces derniers temps. J'essaie juste de prendre soin d'elle et de la rendre heureuse. Prendre soin du bien-être de Catherine. Est-ce qu'elle voit mon affection comme une simple ingérence? Découragée et n'ayant plus faim, un bol de ragoût de poulet froid était devant moi. En prenant une bouchée, j'ai fermé les yeux et pensé à ma mère. Les souvenirs de ces journées remplies d'amour m'ont submergé. Il y a des années, dans un cruel coup du destin, ma mère est décédée de la même maladie qui a emporté mon père. Je suis la seule qui peut recréer les recettes de ma mère. Je ne veux pas perdre ces souvenirs associés à ces plats. Alors, j'ai continué à cuisiner de tout mon cœur. Le lendemain matin, j'ai parlé à Catherine quand elle est entrée dans le salon. « Bonjour, le petit déjeuner est prêt », ai-je dit en désignant la table. Fraîchement lavé le visage et les cheveux attachés, Catherine regarda où je pointais et fronça immédiatement les sourcils. «
Tu n'as pas écouté? J'ai demandé, à côté du petit déjeuner que j'avais préparé, j'avais mis un petit bol de ragoût de poulet. Donc il semblait qu'elle était irritée contre moi pour ça. Je n'ai pas pu finir tout ça toute seule. J'ai pensé que peut-être tu aimerais en avoir un peu, et je dis, essayons de l'apaiser. J'ai regardé alors qu'elle prenait le bol et le jetait sans hésitation dans la poubelle. Voyant ça, mes yeux se sont écarquillés d'incrédulité. Pourquoi penserais-tu que j'aurais envie de manger quelque chose aujourd'hui que j'ai refusé hier? Catherine poussa un profond soupir, plaçant le bol dans l'évier avec un bruit sourd. Le choc m'a laissé sans voix. Voyant ma réaction, Catherine a dit ne peut plus continuer. Divorçons. Pris de court. Je pouvais pas comprendre ce qui se passait. Étais-je le seul à penser que nous avions un mariage heureux? J'ai demandé, j'en ai marre de ta vaisselle et des histoires constantes sur ta mère. C'est trop et j'ai perdu l'appétit. Je n'ai jamais demandé à ce que tous mes repas soient dictés par toi, a dit Catherine, semblant agacée. Je suis resté silencieux et j'ai baissé la tête. En plus, il n'y a aucun signe de progression dans ta carrière. Je ne peux pas continuer cette vie traditionnelle à petit budget, pour toujours. Divorçons, a-t-elle continué. Écrasée par ce coup inattendu, je me sentais dévastée. Fidèle à sa parole, quand je suis rentrée du travail ce jour-là, toutes les affaires de Catherine avaient disparu. Sur la table, il y avait un papier de divorce signé. Comment en sommes-nous arrivés là? Je me suis demandé, submergée par le regret et la solitude, alors que les larmes coulaient sur mon visage. 6 mois après le divorce, j'ai secrètement démissionné de mon entreprise. Puisque le divorce était à sens unique avec le départ de Catherine, il n'y avait pas de pension alimentaire. Travaillant sans but et submergé par le vide, un jour j'ai été saisie par un soudain élan. C'est vrai, maintenant que je suis seule, je peux faire ce que je veux. Ik had een strafpronomatische fibs, après middelhaver Catherine. J'ai travaillé sans relâche et j'ai économisé une somme décente, grâce à mes primes. On ice for the thread, comme capitaine de dîner ferme. Je l'ai rénové tout seul et j'ai décidé d'ouvrir un petit restaurant. Puisque j'ai fait la plupart du travail seul, les coûts n'étaient pas trop élevés. Je vais cuisiner en paix ici. Même face aux critiques, ma passion pour la cuisine n'a jamais faibli. Je n'ai pas oublié le goût de ma mère. En regardant les recettes que j'ai notées dans un carnet, j'ai continué à cuisiner tous les jours. Après avoir géré mon restaurant pendant un certain temps, un tournant est arrivé dans ma vie. Alors qu'est-ce que je courais vers le restaurant comme d'habitude, une femme est entrée. Elle a pris place au comptoir et après avoir parcouru le menu, a commandé tranquillement un ragoût de bœuf et une salade César. Alors qu'elle savourait joyeusement mes plats, elle a entamé une conversation avec moi. « C'est vraiment délicieux », a-t-elle dit. « Tu gères cet endroit tout seul ?» J'ai hoché la tête en réponse. Et bien que son visage soit caché derrière de grandes lunettes de soleil, je pouvais dire qu'elle souriait. Hochant la tête avec satisfaction, elle m'a tendu une carte de visite de son sac à main. « Accepteriez-vous que nous présentions votre dîner dans notre prochain numéro ?» demanda-t-elle. Avec cela, elle enleva ses lunettes de soleil et me regarda avec un grand sourire. À ce moment-là, j'étais surpris. C'était la célèbre experte culinaire, Jennifer Anderson. Connue pour ses plats uniques et savoureux et sa belle apparence, elle était toujours très demandée à la télévision, surtout dans les émissions de l'après-midi qui étaient populaires auprès des femmes au foyer. Elle a reconnu la valeur de ma cuisine. J'étais sans voix, un mélange de joie et de surprise. « Je vois du potentiel en toi, dit-elle. Pour quelqu'un qui avait presque abandonné la cuisine, ces paroles signifiaient tout. 10 ans plus tard, je prospérais grâce à l'influence de Jennifer. Peu de temps après, mon dîner est devenu extrêmement populaire grâce à Jennifer. Elle me mentionnait fréquemment dans différents médias, et bientôt, j'ai même été présentée dans des magazines. Maintenant, j'ai étendu mon entreprise et j'ai 6 succursales à le bel pays. Je rends régulièrement visite à chacune d'entre elles pour m'assurer que le goût reste constant. Je détesterais que les gens disent que le dîner original et les nouvelles succursales ont un goût différent. Après tout, ce goût est un précieux héritage de ma mère. Au milieu de ces journées chargées, j'ai reçu une invitation. Il semble qu'une vieille amie de collège se marie.
Même si nous ne nous étions pas vus depuis des années, je voulais rattraper le temps perdu, alors j'ai ajusté mon emploi du temps pour y assister. En un instant, le juge est arrivé. Sous un ciel bleu clair, un mariage en plein air a commencé. Les mariés rayonnaient de bonheur. À côté de moi se trouvaient des amis avec qui j'étais préparé sur. On aurait dit que nous n'avions jamais été séparés. Nous avons discuté et mis à jour nos vies respectives. Ce mariage semble un peu bon marché, n'est-ce pas? Je me suis tournée vers la voie familière et là se tenait Catherine. Nous ne nous étions pas vus depuis notre rupture, alors je me sentais mal à l'aise et j'ai détourné le regard. Combien tu pensé? Ce n'est qu'une réception debout et la nourriture n'est pas si impressionnante. Catherine a critiqué le mariage en discutant avec un groupe de femmes. Comme toujours, elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense quand quelque chose ne lui plaît pas. Mais aujourd'hui, c'est une célébration. Ces commentaires qui ont tué l'ambiance m'ont rendu un peu mal à l'aise. Bientôt, nos amis ont commencé à remarquer les remarques de Catherine et ont commencé à chuchoter. Oh, j'ai juste gaspillé un gros cadeau. Avec un ton amusé, Catherine a fait ce commentaire et tout le monde semblait déçu. Ignorant l'atmosphère tendue, Catherine m'a remarqué et a appelé « Eh, ça fait longtemps ». Catherine a souri comme si elle se moquait un peu de moi. Être approchée par elle en ce moment était la dernière chose que je voulais. Mais à un moment donné, j'étais me mariée qui était-elle toujours comme ça à l'époque? Avec ces pensées qui tourbillonnaient dans ma tête, je me suis perdue dans mes pensées pendant que Catherine discutait avec nos amis. Rompre avec toi était la bonne décision. Je me suis remariée et la vie est beaucoup plus facile qu'avec Sean. En disant cela, Catherine a éclaté de rire tandis que les autres ont forcé un sourire. J'ai essayé d'ignorer ces commentaires. Mon mari actuel gagne 140 000 $ par an. C'est un homme d'affaires de premier plan et notre avenir est assuré. Elle s'est vantée avec fierté. Après quelques instants de silence, mes amis ont éclaté de rire. Pris au dépourvu par cette réaction inattendue, Catherine avait l'air perplexe. « Catherine, tu ne regardes pas la télévision ?» D'un ton confus, Catherine a répondu « Quand nous étions mariés, je ne faisais rien de la journée à part regarder la télévision. » Le fait qu'elle n'ait pas le temps était probablement juste une façade. Mes amis ont taquiné, en riant. À ces mots, les yeux de Catherine se sont écarquillés. « Quoi? Mais... » Je pensais, Sean était à un niveau beaucoup plus bas. Je le savais, mon intuition était correcte. Elle a mal compris qu'en épousant un homme avec un revenu plus élevé que moi, elle était en quelque sorte supérieure. Et elle a fait des remarques condescendantes à plusieurs reprises sur nos anciens amis. Il n'y avait plus rien à faire pour elle à ce stade. Je suis contente que tu sembles heureuse. Prends soin de ton mari. En disant cela, j'ai échangé des politesses avec le marié, les amis, et j'ai quitté le lieu. Catherine est restée là, choquée. Plus tard, nos amis lui ont expliqué ma situation actuelle. Quelques mois plus tard, grâce à mes retrouvailles avec des amis au mariage, ils ont parfois visité mon restaurant. J'ai toujours aimé cuisiner, et même en tant que propriétaire, je me retrouve parfois en cuisine. L'entreprise prospère, apportait de la joie à de nombreuses personnes avec les recettes de ma mère et le plus grand bonheur. Apparemment, Catherine a été choquée d'apprendre mon succès. Elle a divorcé du mari dont elle se vantait tant. On dit qu'elle a été mise à la porte à cause de son mode de vie paresseux et de son exigence excessive en matière de nourriture. Avec ses parents âgés incapables de la soutenir, Catherine est venue me demander de l'argent par désespoir. Mais bien sûr, je l'ai refusé. Il ne me restait plus une once de sympathie pour la Catherine changée. Maintenant, je chéris les souvenirs chaleureux des repas avec ma mère, apportant des sourires au visage des gens chaque jour avec ma nourriture. Je peux dire, je peux pas croire en toi en un moment comme celui-ci. Je suis vraiment désolée. Je m'appelle John Smith, j'ai 32 ans. Aujourd'hui, je divorce de ma femme, Marie, qui est devenue paralysée de la taille vers le bas dans un accident. Je suis sûre que tout le monde dira comment je peux abandonner ma femme dans un moment aussi difficile. Mais il y a eu tellement de choses qui ont mené à cela. Ma femme et moi avons lutté pendant des années sans avoir d'enfant. Un jour,
nous avons rassemblé le courage de passer des tests d'infertilité dans une clinique spécialisée, et il s'est avéré que le problème venait de son côté, rendant les chances d'avoir des enfants très faibles. Marie pleurait tous les jours, se blâmant et s'excusant auprès de moi. Moi aussi, je ne savais pas quoi lui dire et je sombrais dans la dépression au milieu de ces jours sombres. D'autres malheurs nous attendaient. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors du club de ski de l'université, dans le bus qui se dirigeait vers l'entraînement de ski du club. La place à côté de toi est libre. Oh, bien sûr. Marie, une étudiante de 2e année, a pris la place vide à côté de moi. Nous avons sympathisé grâce au ski et sommes rapidement devenus proches, nous retrouvant à l'université et passant du temps ensemble après l'entraînement de ski. 3 ans après avoir obtenu notre diplôme de l'université, nous nous sommes mariés avec les bénédictions de nos amis du club. Tout aurait dû être parfait, mais nous ne pouvions toujours pas avoir d'enfants. Même après 5 ans de mariage, il n'y avait aucun signe d'enfant et Mary a commencé à se sentir anxieuse. Et Isabella, qui était dans le club de ski avec nous, va aussi devenir maman. Je suis la seule de notre classe du club de ski à ne pas avoir d'enfant. Ce sont les sujets de conversation récents. Cependant, il n'y avait rien que nous puissions faire par nos propres efforts. Nous avons décidé de rassembler notre courage, avons visité une clinique de fertilité et avons fait des tests pour voir s'il y avait des problèmes avec nos corps. Mais le diagnostic du médecin était brutalement direct. Il n'y a pas de problème particulier avec le corps de Monsieur Smith. Cependant, nous découvrons que Madame Smith souffre d'endométriose. À ce rythme, il sera difficile pour elle de concevoir en raison de l'obstacle à la fécondation et à l'implantation. J'ai été laissé stupéfait par les paroles du médecin, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Je ne pouvais même pas pleurer tellement c'était inattendu. Marie, maintenant qu'elle connaissait la cause, a perdu toute son énergie et est devenue désespérée quand nous sommes rentrés à la maison. Ne vais jamais. Je rêvais d'avoir une famille avec toi, John et nos enfants, de faire des barbecues ensemble. J'ai réconforté Marie, la tenant près de moi, et elle a répété « Je suis désolée » comme un disque rayé. Que nous ayons des enfants ou non, je serai heureuse tant que je t'ai, Marie. Discutons de notre avenir ensemble avec prudence. Je ne savais pas si elle était convaincue, mais j'ai mon mieux pour lui transmettre mes sentiments. Marie a hoché la tête, mais il était clair qu'elle portait toujours le fardeau. Le temps a passé et c'était décembre. La ville était ornée de scintillantes illuminations et tout le monde était excité pour la saison. Alors que le monde était dans l'ambiance de Noël, nous, en tant que couple, ne pouvions pas échapper à notre sombre vie quotidienne. Même lorsque j'ai fini mon travail de fin d'année et que je suis rentrée à la maison, voir le visage déprimé de Marie me faisait ressentir une sensation d'étouffement. Je voulais aussi des enfants, mais si nous ne pouvions pas en avoir, je pensais que nous pourrions quand même construire une famille heureuse à deux. Je comprenais bien les sentiments de Marie, mais c'était aussi difficile pour moi. Petit à petit, nos rouages ont commencé à grincer, passant de ça ne peut pas être aidé à s'il te plaît, arrête ça. La relation entre notre couple continuait de se détériorer et il n'y avait rien que nous puissions faire. Peut-être que Marie elle-même pensait que ça allait dans une mauvaise direction, et un jour, elle m'a dit qu'elle partait en voyage avec ses amis pour changer d'humeur. J'ai tout de suite accepté, et je l'ai laissé partir, lui demandant de se rafraîchir. J'espérais que cela aiderait Marie à devenir plus positive, mais je regretterais plus tard de ne pas l'avoir arrêtée, même si j'avais dû le faire de force. Je ne savais pas à l'époque que j'allais être impliquée dans un gros problème qui allait changer radicalement l'avenir de Marie. La destination de Mary pour le voyage était le Colorado en hiver. Elle prévoyait de faire du ski et de discuter avec ses amis en emportant leur équipement de ski avec elle. Elle était impatiente de s'arrêter à Vail au retour, et Vail était l'endroit où nous avions eu notre mariage, un lieu rempli de souvenirs pour nous deux. Se sentant soulagée après avoir vu Mary partir, je travaillais dur au bureau. C'est pendant cette période que j'ai reçu un appel d'un numéro connu. « Bonjour, est-ce le téléphone de John Smith? Je suis désolée de vous appeler comme ça. Ici, la police de l'État de Colorado.
Je vous appelle au sujet de votre femme, Marie. Il y a peu de temps, elle a été impliquée dans un accident à cause de sa voiture qui a glissé sur la neige. En écoutant l'explication, j'étais sous le choc. Quoi qu'il en soit, j'ai expliqué la situation à mon patron et je suis sorti précipitamment du bureau. Comment Marie, qui avait agité si énergiquement il y a peu de temps, pouvait-elle être dans un accident? Et un accident de glissade. Si c'était pas un appel de Marie elle-même, ça ne pouvait pas être une blessure mineure. J'ai prié pour que sa vie soit au moins sauvée et je me suis précipité pour prendre un avion. Quand je suis arrivé à Weil, j'ai été accueilli par un vent glacial qui semblait gifler mes joues et le paysage était recouvert de neige. J'ai secoué la tête à cause du froid, déconcerté par la vue qui était complètement différente de Los Angeles. J'ai hélé un taxi qui attendait à la rotonde devant la gare en direction de l'hôpital. À mon arrivée frénétique à l'hôpital, plusieurs infirmières et membres de la police m'attendaient. Monsieur Smith, votre femme est actuellement en soins intensifs, a dit l'infirmière et m'a guidé vers l'endroit où se trouvait Marie. J'ai pu voir Marie à travers la vitre des soins intensifs. Dans les soins intensifs, reliés à de nombreux tubes dans tout son corps, même moi, un amateur, pouvait dire que c'était une situation désespérée et mon anxiété a augmenté. Mon espoir que tout cela n'était qu'un mensonge jusqu'à mon arrivée avait été complètement brisé par la dure réalité devant moi. Les larmes ont jailli et coulaient sur mes joues, mais je n'avais pas l'énergie de les essuyer. Une fois que l'infirmière a terminé ses explications, 2 policiers ont commencé à parler. Monsieur Smith, nous allons vous expliquer les détails de l'accident. Est-ce que ça vous convient? J'ai ressenti un sentiment de malaise dans leur manière de parler, comme si cela allait être une conversation difficile. Votre femme voyageait avec un autre homme. Le saviez-vous, Monsieur Smith? Pendant un moment, je n'ai pas compris ce qu'il disait et j'ai pensé avoir mal entendu. Un autre homme? Mary? Non. J'ai entendu qu'elle partait avec ses amis. Vous dites que ce n'est pas le cas? C'était la seule réponse que j'ai pu donner. Marie rencontrait un homme en secret. J'étais sûre d'avoir entendu parler de son projet de partir en voyage avec une amie, mais m'avait-elle vraiment dit qu'elle avait secrètement rencontré la personne avec qui elle me trompait et qu'ils avaient eu un accident? Voyant que je restais silencieux, les policiers semblaient aussi déconcertés. Ce ne sera plus jamais la guerre. Je m'excuse pour toute impolitesse. Heureusement, le passager masculin qui était avec elle n'a eu que des blessures mineures et est déjà rentré. Maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre que l'état de votre femme se stabilise. Agadin, ce policier est parti. Resté seul, je me suis assis sur un banc tenant ma tête dans mes mains. Que se passait-il? Que faisait Mary? Pourquoi m'a-t-elle menti? J'étais là dans une penote. À un moment, au loin, j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom. Est-ce que le mari de Mary Smith est ici? Votre femme a repris conscience. En entendant la voix de l'infirmière, essayant de me donner la bonne nouvelle le plus rapidement possible, je suis revenue à la réalité. Me précipitant au chevet de Marie, elle avait l'air d'avoir mal, mais semblait vouloir me dire quelque chose. John, je suis tellement désolée. Elle a murmuré ces mots, sa voix faible et tremblante. Ce n'est pas grave, ne t'en fais pas. Accroche-toi, Mary. Je l'ai rassurée de toutes mes forces, oubliant ce que le policier m'avait dit. Plus tard, j'ai appelé par le médecin pour une explication. Patiente, est-ce que ma femme pourra se rétablir en toute sécurité? Avec appréhension, j'ai demandé et reçu une explication sombre du médecin. Malheureusement, votre femme a subi une grave blessure à la moelle épinière. Il y a une forte possibilité qu'elle soit paralysée dans le bas de son corps à l'avenir. Donc tu veux dire qu'elle ne pourra plus vivre une vie normale comme avant? Dans de nombreux cas, cela implique de vivre en fauteuil roulant. Dans sa condition actuelle, votre femme est susceptible de... Je m'étais préparée, mais c'était quand même une blessure mortelle. Ou plutôt, sa survie était presque un miracle. J'avais l'impression d'avoir été poussée au plus bas, et tout est devenu sombre devant mes yeux. À partir de ce jour-là, je visitais l'hôpital de Mary chaque week-end, et la combique, et l'accompagnant un Lincoln. Quand Mary a pu manger seule, j'ai rassemblé le courage de lui demander quelque chose qui me préoccupait. Mary, il y a quelque chose que je veux vraiment savoir. Qui étais-tu avec le jour de l'accident?
Marie a hésité un moment et a montré des signes de confusion. Je suis désolée, mais je peux pas te le dire. J'ai fait quelque chose de vraiment stupide. Finalement, Marie a fait une déclaration qui a confirmé l'affaire. Cette déclaration est devenue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et m'a poussé à demander le divorce. Peu importe à quel point la vie de Mary serait difficile avec ses limitations physiques, j'étais prêt à la soutenir si elle était innocente. Mais si Mary m'avait trahi, je ne pouvais pas imaginer vivre ensemble sur long terme. J'ai finalement abordé le sujet du divorce avec Mary. Elle a été profondément choquée, mais a finalement accepté. Cependant, son père, qui était mon beau-père, a essayé à maintes reprises de me persuader de reconsidérer le divorce. Mais j'ai poliment décliné et terminé les procédures de divorce. Marie et moi, qui nous aimions tant et qui nous étions mariés, avons vu notre lien se rompre simplement. 3 ans s'étaient écoulés depuis mon divorce avec Marie. Il avait fallu beaucoup de temps pour me remettre. Depuis ce jour, la période de Noël était devenue un moment traumatisant pour moi. Et à chaque fois que je voyais la ville ornée de lumières éblouissantes, mes sentiments étaient en baisse. J'ai soupiré en regardant les couples heureux passer. Je me sentais misérable en essayant de ne pas les déranger. Est-ce possible? Êtes-vous Monsieur John Smith? J'ai été soudainement happée par un homme inconnu. Je me suis retournée pour voir un homme que je n'avais jamais rencontré auparavant. Je crois que c'est notre première rencontre. Je suis l'ami d'enfance de votre ex-femme Mary. Cela faisait longtemps que je n'avais pas entendu ce nom, et j'étais à la fois surpris et déconcerté. Et, en fait, à l'époque, c'était moi que Mary était venue rencontrer à Vail. J'ai été frappé par un choc, comme un coup de marteau sur la tête. Ce gars est Mary? En réponse à sa soudaine confession, j'ai senti mon sang bouillir. Qu'est-ce que c'est? À cause de toi, vie à toucher le l'état de Mary est devenu irréversible. Comment as-tu pu t'approcher de moi comme ça? J'ai contrôlé ma colère et j'ai confronté l'homme calmement, me surprenant moi-même. Si je n'avais pas retenu mes coups, je l'aurais peut-être attaqué. Tout avait changé depuis ce jour-là. Je l'ai regretté maintes fois. Tout à cause de cet homme? Tu as tout à fait le droit d'être en colère, mais s'il te plaît, écoute calmement. Et il y a probablement un malentendu, car Mary n'a pas tout expliqué. Peut-être sentant mon humeur, l'homme s'est préparé avec prudence. Tout d'abord, je suis Lucas Williams. Je suis l'ami d'enfance de Mary et je travaille en tant que médecin généraliste à Vail. Alors qu'il se présentait, Lucas m'a tendu sa carte de visite et a commencé à expliquer la situation à l'époque. Il semblait que Mary avait consulté Lucas pour un traitement de l'infertilité. Lorsque Lucas lui a dit qu'il y avait un spécialiste renommé en fertilité à Vail, Mary lui a demandé de lui présenter le médecin et a même demandé une lettre de recommandation. Si elle était innocente, je ne comprenais pas pourquoi elle me l'avait caché, mais apparemment elle pensait que je serais définitivement opposé à cela, car j'étais réticent au sujet du traitement de l'infertilité. Elle avait menti en disant qu'elle partait en voyage et avait secrètement rencontré le médecin recommandé par Lucas. Je suis venu ici aujourd'hui pour une conférence, et quand je t'ai vu, je t'ai immédiatement reconnu. J'avais vu jouer à chez Thomas de Mary. J'avais reçu des instructions strictes de Mary de ne pas t'en parler, mais j'ai finalement décidé de te dire la vérité. Si je ne m'étais pas approché de toi aujourd'hui, j'aurais regretté ça pour le reste de ma vie. Lucas a baissé la tête à plusieurs reprises et m'a demandé avec sérieux de rencontrer Mary en personne. Elle voulait que nous entendions toute l'histoire le jour de sa bouche, Yoel et Mermin, et que résolvions le malentendu. Bien que j'ai eu du mal à tout assimiler, j'ai finalement hoché la tête profondément et promis de me rendre chez les parents de Mary. Le week-end suivant, après avoir entendu l'histoire de Lucas, j'ai pris un avion et je suis finalement arrivé chez les parents de Mary. Je me tenais devant l'entrée me sentant perdu et incertain de ce que je devais faire. Cependant, je voulais toujours entendre l'explication de Mary elle-même. Rassemblant mon courage, j'ai sonné à la porte. Une sonnerie apaisante a retenti et après un moment, la porte s'est ouverte. « Qui est, s'il vous plaît ?» Bien que j'ai été confus, car j'ai entendu une voix mais je ne pouvais voir personne. Au début, puis j'ai baissé les yeux, il y avait Mary dans un fauteuil roulant. « John, ça fait longtemps. Je m'excuse pour cette visite soudaine. »
J'ai été soulagée de voir que Marie avait l'air en forme. Elle semblait figée de surprise. Et puis maman, elle habilement le salon. J'ai rencontré Lucas qui est ton ami d'enfance. Il m'a tout raconté. Es-tu vraiment allé à Colorado pour un traitement contre l'infertilité ce jour-là? Marie a mordu sa lèvre et a hoché la tête. Pourquoi ne m'as-tu pas consulté avant? Alors que je demandais à nouveau, des larmes ont jailli des yeux de Marie. Tu as dit que c'était ok pour nous de vivre notre vie, mais je voulais vraiment avoir tes enfants. Oui, je ne pouvais pas abandonner ça. Mais mes actions étaient égoïstes. Là qu'on nous cette situation. Je peux pas te charger de prendre soin de moi. Je ne peux pas avoir d'enfants, et en plus de ça, j'aurais besoin de soins pour le reste de ma vie. J'ai pensé que peut-être nous pourrions être plus heureux si nous nous séparions. Comme si un interrupteur avait été allumé, Murray a commencé à parler. On aurait dit qu'elle laissait enfin sortir les sentiments qu'elle avait retenus, des larmes accompagnant ses mots. Elle ne me l'a pas caché par malice. Si ce n'était pas à cause de l'accident, elle serait simplement allée chez le médecin grâce à l'introduction de son amie d'enfance. Je suppose qu'elle ne peut plus tout dire maintenant. J'ai accepté sans nier le soupçon d'une liaison. C'était la façon de Marie d'exprimer son amour le plus profond pour moi, après que son corps ait été laissé avec un handicap. J'ai levé les yeux avec des mots étouffés. Mon beau-père se tenait derrière Marie. Je suis vraiment désolée, Jeanne. Marie m'a également demandé de garder ça secret, mais en voyant notre fille qui avait subi une blessure, devenir encore plus seule, en tant que parent, nous ne pouvions pas se passer. S'il te plaît, pardonne-moi. Je me suis tournée vers eux deux et j'ai redressé ma posture. Je suis aussi responsable de ça. Même si Marie était tellement stressée et inquiète, j'ai dit des choses insensibles comme si ça irait, même si nous n'avions pas d'enfants. Nous aurions dû explorer différentes possibilités qui nous auraient satisfaits tous les deux. J'ai tendu la main et j'ai pris les mains de Marie posées sur ses genoux dans le fauteuil roulant. Marie, je suis vraiment désolée de t'avoir laissée seule tout ce temps. Je présente mes sincères excuses à Marie pour tout ce qui s'est passé. À genoux devant Marie dans son fauteuil roulant, tenant ses mains, j'avais l'air d'un chevalier cherchant le pardon de sa princesse. Maintenant, je comprends ce que tu voulais dire à l'époque, John. Même avec un corps qui ne peut pas avoir d'enfant, il y avait Mary dans un fauteuil roulant. J'aurais dû réfléchir à des moyens de te rendre heureuse en tant que ta femme. J'aurais dû être reconnaissant que tu restes avec moi comme tu l'as toujours fait. Marie m'a également révélé ses sentiments honnêtes. Enfin, nous avons pu exprimer nos regrets et nos réflexions l'un à l'autre. De cette façon, nous avons corrigé les années de malentendus. Quelques années plus tard, nous nous mariés. Nous regrettons tous les deux notre divorce et nous avons toujours de l'affection l'un pour l'autre. Ce n'est pas une décision facile, mais également saine. J'ai de nouveau demandé Mary en mariage et je lui ai promis mon amour. Bien que Mary soit ravie, elle était aussi confuse à propos de son corps handicapé. J'ai affronté chacune de ses angoisses de front et nous avons discuté de solutions. Notre maison a été rénovée pour être accessible en fauteuil roulant et nous avons embauché des aides-soignants quand je n'étais pas là. Même sans enfants, nous voulions vivre ensemble. Nous nous sommes enfin unis dans ce désir et avons pu avancer. Je me suis promis de ne plus jamais quitter le côté de Marie et de la soutenir de tout mon cœur.